Alors, on va poursuivre nos débats autour d'une troisième table ronde qui va porter sur un sujet ô combien important et partagé évidemment par tous, c'est-à-dire les citoyens comme les élus, les acteurs et les parties prenantes sur les questions de mobilité, parce qu'il est évident quand on parle de transition ou de transformation écologique et climatique, on ne peut pas ne pas parler de ces sujets. Alors on va avoir une table ronde en trois sessions. D'abord peut-être une sorte de préambule et un cas d'école avec Philippe Dorge du groupe La Poste pour nous parler de l'enjeu du dernier kilomètre, des enjeux et des réflexions après autour, j'allais dire, du rail. Et puis on aura la chance, et je le salue puisqu'il vient de nous rejoindre, d'avoir une conclusion de l'ensemble de cette journée, de cette table ronde avec François de Rugy, ancien ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui évidemment, vous connaissez parfaitement ces questions et ces sujets. Vous êtes aussi évidemment occupé de l'écologie, des transports, de la ville de Nantes, ancien adjoint au maire de Nantes. Bref, on aura le bonheur de vous entendre tout à l'heure dans une sorte de conclusion prospective sur ces questions et ces enjeux. Mais pour commencer, comme annoncé, je voudrais demander à Philippe Dorge, qui est déjà venu à cette tribune, donc qui connaît le chemin, de revenir avec un. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas été là ce matin avec nous, vous êtes directeur général adjoint en charge de la branche service courrier colis du groupe La Poste. Vous nous avez évoqué ce matin un certain nombre d'enjeux transversaux pour le groupe qui est le vôtre. Et là, on a voulu vous challenger un petit peu, parce que c'est un vrai sujet, sur ce fameux dernier kilomètre, l'enjeu du dernier kilomètre. Et Dieu sait que quand on parle de mobilité, on va se retrouver avec l'ensemble des sujets à traiter. Donc je vous en prie, c'est à vous. Très bien, merci. Rebonjour à toutes et à tous. Alors un témoignage, évidemment, celui du groupe La Poste, pour sa branche service courrier colis, et peut-être développer peut-être deux idées. D'abord, quelques mots sur le modèle, et puis ensuite, évidemment, tout ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire pour accélérer à la fois la décarbonation et affaler, comme je le dis souvent, nos émissions de gaz à effet de serre et de CO2. D'abord, le modèle de La Poste, avec ses 48 000 facteurs, 50 000 véhicules, voilà quelques chiffres, 5 000 poids lourds, plus d'avions sur l'Hexagone depuis la nouvelle gamme courrier, puisque nous avons arrêté le réseau rouge, le réseau urgent. Les Français en consommaient 3 timbres rouges, je le rappelle, par an, donc disproportion de garder 3 avions quotidiens et 300 liaisons routières spéciales sur ce réseau rouge. En tout cas, donc une organisation qui est évidemment très importante. Et le modèle, c'est celui, en fait, pour La Poste, du transport en commun, je le dis un peu comme ça, le transport en commun des petites marchandises, voilà, jusqu'à 70 kilos pour faire simple. Et donc, voilà, ce modèle, c'est éviter que chaque commerçant envoie son expressiste, son messager, et de mettre à disposition, en fait, une organisation, un réseau de collecte, de concentration, de tri, de dispersion et de distribution. Et ainsi, à la fois de proposer, alors là il y a une réconciliation entre l'écologie et l'économie, c'est-à-dire que tous nos clients, eh bien, en fait, se mettent ensemble avec La Poste pour relier et pour adresser leurs marchandises. Donc c'est ça le modèle de La Poste. Évidemment, c'est le modèle de la tournée. Ce n'est pas le modèle de la course, et il y a une différence évidemment en logistique. La tournée, c'est le passage régulier, mais c'est le transport collectif. Et donc c'est vrai que La Poste ne propose pas la livraison forcément, encore que nous ayons une filiale qui s'appelle Chronopost qui le propose, mais ne propose pas avec ces facteurs une livraison à 13h ou à 18h garantie, mais c'est dans la tournée du facteur. Ce facteur qui parfois pourra passer tôt, à 11h30, parfois parce qu'il y a des lettres recommandées à distribuer, il passera chez vous peut-être à 13h ou à 14h. Mais c'est le modèle du transport en commun de la marchandise. Et à l'intérieur de ce modèle de transport en commun de la marchandise, c'est chercher à mutualiser à l'intérieur de La Poste le plus possible les différents flux. Et vous le savez, je l'ai dit ce matin, le courrier baisse, il diminue très sensiblement. Il y avait 18 milliards de lettres par an en 2008. L'an passé, il y avait 6 milliards de lettres, donc déjà divisé par 3.
Et quand on se projette à 2030, 2032, on sera à 3 milliards de lettres. Donc on aura encore divisé par 2. Mais grâce aussi à la nouvelle gamme courrier que nous avons mise en place, nous pensons qu'il restera du courrier et c'est un média qui a de l'impact. Et par rapport au digital, je vous assure que écologiquement et à tout point de vue, on a tout à fait nos atouts. Et donc, à l'intérieur de ces flux postaux, vous voyez, c'est de mélanger le plus de flux de produits possible. 80% des colis, à côté du courrier, donc des colissimo, sont distribués par les facteurs. Et vous voyez bien que la baisse du courrier est aussi une opportunité formidable, en réalité pour nous, de mutualiser au mieux tous ces différents flux, le courrier, le colis, les catalogues, les imprimés publicitaires, les chronopostes aussi que nous pouvons livrer souvent dans les tournées des facteurs. Et puis aussi, de plus en plus, c'est les nouveaux services que j'ai indiqués, c'est-à-dire le portage des repas, les passages à domicile et autres nouveaux services que nous lançons. Et donc, ce modèle de mutualisation, c'est pour nous un modèle à la fois vertueux, qui nous permet en fait, et c'est la recherche du Graal en permanence, de chercher le zéro vide, de chercher le 0 kilomètre inutile, et donc d'optimiser au mieux nos liaisons routières, nos tractions et nos tournées. Donc c'est un travail permanent, évidemment, que nous faisons, en utilisant aussi de plus en plus des moyens décarbonés, mais c'est ma deuxième partie. Alors, dans ce modèle de mutualisation, on va chercher aussi de nouvelles activités, comme la logistique. Et nous avons lancé, il y a 2 ans maintenant, une gamme de services aux entreprises, aux collectivités locales, sur la logistique jusqu'à 70 kg, de collecte, d'entreposage, de livraison, de préparation de commandes, pour organiser finalement la supply chain de nos clients, nos grands clients. L'UGAP, par exemple, centrale d'achat des collectivités locales, vient de signer avec nous pour que nous soyons l'opérateur pour les collectivités locales de ces marchandises, avec en plus Docapos qui va organiser la marketplace pour l'UGAP. Et vous voyez, c'est d'utiliser les tractions, les mètres carrés, le temps aussi des postiers, des facteurs pour organiser cette logistique. Donc c'est ce modèle de la mutualisation. Alors ma deuxième partie, peut-être à développer, c'est pour aller plus loin et que faire après pour vraiment affaler nos émissions. Alors c'est un travail que nous menons depuis 10 ans, donc c'est déjà engagé depuis longtemps. D'abord d'optimiser, comme je l'ai dit. Dans une caisse mobile de Colissimo, on met aujourd'hui 4000 colis, dans une traction que vous voyez parfois passer sur les autoroutes. Autrefois, on en mettait 1500. Voilà, ça c'est des technologies grâce au vrac rangé, ce qui nous permet de remplir les caisses jusqu'au bout. C'est un travail d'optimisation. Mais il faut aller évidemment plus loin. Et ce travail, c'est celui de l'électrification, effectivement, du premier et du dernier kilomètre. Donc nous avons l'habitude de dire que nous avons la première flotte de véhicules électriques au monde. Alors je ne sais plus si c'est toujours vrai parce que la poste chinoise s'est mise aussi à électrifier ses véhicules. Donc, mais en tout cas, nous avons aujourd'hui 8000 véhicules électriques et d'ici 2024, on en aura 15 000. Voilà, il faut que les constructeurs automobiles suivent un peu dans les livraisons. Et ce qui nous permet, effectivement, d'ici 2024, de livrer de façon complètement décarbonée, d'abord les 22 grandes métropoles françaises, les 45 ZFE, en tout cas, nous, on sera au rendez-vous, même si parfois les échéances sont un peu repoussées. Et avec ces 15 000 véhicules électriques, donc 7 plus 8, on aura aussi à électrifier des tournées aussi en rural, parce que paradoxalement, c'est aussi en rural que les tournées sont les plus longues, et donc qu'à la fois écologiquement, économiquement, c'est aussi très intéressant de mettre des véhicules électriques en rural. Voilà, donc de décarboner complètement nos livraisons. Mais les émissions de gaz à effet de serre pour la Poste, c'est le premier et le dernier kilomètre, mais 50%, c'est en fait des acheminements nationaux, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et là, on est sur les poids lourds, on est sur et ça a été très bien évoqué ce matin aussi. Donc nous travaillons avec tous les constructeurs de poids lourds, avec un certain nombre de consortiums, de pôles de recherche aussi, pour accélérer le basculement de la filière poids lourd vers l'électrification, la décarbonation et l'hydrogène. On a déjà des prototypes. On a par exemple ici à Lyon déjà une traction électrique poids lourd qui doit faire 150 km. Je me tourne vers Christian Morel, notre directeur exécutif Aura.
Et peu à peu, on va avoir des allongements possibles de ces tournées. Mais en attendant, effectivement, il faut, et ça a été dit aussi ce matin, on a recours à des énergies multiples. On parlait tout à l'heure du biogaz, c'en est une dans cette période transitoire. Donc pendant cette période transitoire, si on veut alors immédiatement baisser ces émissions, aller vers le zéro net émission, donc c'est notre engagement à 2040, eh bien, il faut recourir à un mix énergétique et s'équiper aussi de stations d'avitaillement multi-énergie autour de nos pôles logistiques. On a 9 projets avec spécialement la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, de stations d'avitaillement multi-énergie qui permettront à la filière poids lourd. Il y a à peu près 10% de la filière poids lourd en France qui travaille pour la Poste. Donc on a un poids évidemment considérable. On est une entreprise engagée, mais vous voyez bien aussi, c'est un sujet d'être une entreprise engageante et d'entraîner avec nous l'ensemble de la filière. Et le rail, me direz-vous, on en a parlé, monsieur le sénateur, tout à l'heure. Alors le rail, nous y croyons, en tout cas sur les liaisons nationales, et particulièrement le sillon Paris-Lyon-Marseille, pour faire simple. Difficile encore d'acheminer les colis en J+1, J+2 par le rail dans le réseau, dans le sous-réseau ferroviaire, mais en tout cas sur les liaisons nationales, ce sera possible. Voilà, et donc ce qui nous permet depuis 2013, 2023 maintenant, on aura diminué de 35% à peu près nos émissions de gaz à effet de serre, par tout ce que je vous ai indiqué. On compense aussi, on est déjà aujourd'hui dans la neutralité carbone et on ne va pas abandonner le concept de la compensation, et on l'explique, mais nous ne voulons pas bien sûr rester sur la compensation et aller vers le net zéro émission. À 2040, ça veut dire réduire de 90% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici cette échéance. Voilà, un modèle donc vertueux, celui de la mutualisation aussi au maximum pour nos liaisons. Et pensez à la Poste si vous avez à organiser ou réorganiser vos circuits logistiques. Je pense aux producteurs, je pense aux commerçants dans vos territoires, parce que de plus en plus nous mettons des agences logistiques, qu'on appelle maintenant Logissimo, dans nos centres de tri, et aller encore plus loin sur la décarbonation. Merci. Merci à vous, monsieur le directeur général, pour ces propos. C'est toujours intéressant de voir un groupe comme le vôtre s'adapter et mettre en place tout ce qui est nécessaire sur ces enjeux, effectivement, qui sont majeurs. Alors, on va passer à une première, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, j'allais dire sous table ronde, puisqu'on ne peut pas parler des questions de mobilité sans s'intéresser aux enjeux du rail. Et tous ceux qui ont pris le fameux train ce matin, normalement, ont dû entendre le message. Mais moi, j'avoue qu'à chaque fois que je prends le TGV, on a un message du genre « Merci beaucoup d'avoir voyagé avec la SNCF, le moyen de transport le moins polluant ». C'est devenu automatique, je ne sais pas si c'est exact, etc. Mais en tout cas, ça prouve qu'il y a des questions sur ce sujet. Donc, on voudrait réfléchir sur ces questions de la place du rail. Je vais demander à nos deux invités, Stéphane Sautarel, monsieur le sénateur, voilà, je vous avais entreaperçu. Vous êtes co-auteur d'un rapport sur comment remettre la SNCF sur rail et vous allez nous parler un peu justement de la place de la SNCF dans le paysage français. Et Régis Squat, vous êtes président, directeur général de Taxi Rail et vous nous parlerez de nouvelles formes et de nouveaux concepts de transport ferroviaire intelligent. Merci à tous les deux d'être là. Monsieur le sénateur, est-ce qu'on peut se permettre de commencer par vous? La SNCF, tout le monde ici dans cette salle sait ce que c'est, imagine savoir ce que c'est, a une idée de ce que c'est, mais vous qui vous êtes plongé sur ces questions dans un rapport qui avait fait beaucoup parler à l'époque, est-ce que vous pourriez nous resituer ce que c'est qu'aujourd'hui que la SNCF, ce qu'elle représente et surtout comment elle s'intègre et elle intègre ces enjeux en lien avec les transitions? Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors je vais essayer de le faire avec quelques focus parce que sinon je pense qu'une table ronde n'y suffirait pas. La SNCF, c'est une société qui a connu depuis, que vous connaissez tous, que nous empruntons tous, qui a connu depuis une vingtaine d'années, depuis 1997, plusieurs réformes. Parce que nous avons tous connu en tant que voyageurs des insatisfactions, parce que la SNCF est une entreprise publique aujourd'hui et qu'elle était précédemment un établissement public et que donc elle est directement en lien avec les politiques d'État et qu'elle a été impactée par tous les mouvements de décentralisation des transports et en particulier aux compétences qui ont été confiées
aux régions sur les TER, sur les transports du quotidien. Ce qui fait que depuis 1997, la SNCF, à la fois sur sa structure juridique, sur son statut, en particulier en 2018 avec le nouveau pacte ferroviaire, a connu de multiples réformes. Juste peut-être deux ou trois éléments complémentaires en lien avec d'ailleurs ce qui vient d'être dit sur cette fameuse décarbonation avec ces messages qui sont maintenant quotidiens dans les annonces dans les trains. Aujourd'hui, le train émet à peu près 88 fois moins de CO2 que la voiture. C'est-à-dire qu'un passager qui prend le train par rapport à un passager qui prend la voiture, c'est à peu près 88 fois moins d'émissions de CO2. Donc c'est substantiel. Dans un ensemble, rappelons-le, où les transports, les mobilités représentent à peu près 30% de l'ensemble de ces émissions carbone. Donc l'enjeu majeur, pour le resituer, c'est d'abord et avant tout celui du transfert modal. C'est comment j'utilise en fait le train, le ferroviaire, à la place de la voiture. Et non pas peut-être comme on l'a fait il y a quelques années, je regarde Monsieur le Ministre, où parfois les transferts modaux n'ont pas été totalement opérants par rapport aux investissements, mais en fait, notamment dans les transports urbains, on a parfois fait monter des piétons dans le transport collectif et non pas des usagers de la voiture qui auraient laissé leur voiture pour monter dans un transport collectif. Donc l'enjeu, c'est celui-ci, c'est comment fait-on monter des usagers de la route, de la voiture, dans le train. Et j'ajoute tout de suite une petite nuance, c'est que pour autant, les transports collectifs ne peuvent pas se limiter au ferroviaire. La route a encore toute sa place dans du transport collectif, les bus à haut niveau de service, d'autres services de ce type-là, la question aujourd'hui des voies dédiées que mettent en place certaines agglomérations ou certains départements, et aussi une réponse à la mobilité. En clair, tout ne va pas passer par le ferroviaire. Pourquoi ? Parce que ce que nous avons identifié, ou ce que nous avons pointé du doigt prioritairement avec mon collègue Hervé Maurey au Sénat, lorsqu'il y a 18 mois nous avons rendu ce rapport, c'est d'abord et avant tout une difficulté sur la qualité, l'état des infrastructures ferroviaires. Donc on a déjà suffisamment à faire pour rénover, pour renouveler le ferroviaire existant, sans imaginer qu'on va implanter du ferroviaire là où il n'y en aurait pas aujourd'hui. Alors peut-être accessoirement, marginalement, mais on a d'abord un enjeu de rénovation et de remise à niveau et de modernisation de notre réseau ferroviaire. Parce que c'est ça la principale difficulté qui est le fruit de l'histoire. Je pense que là, on peut remonter sur des choix qui ont été faits au cours des 40 ou 50 dernières années, avec des inflexions, pour le coup, plutôt depuis 2018, où il y avait un choix tout TGV qui avait été fait. Et en fait, on a fait supporter, l'État a fait supporter à la SNCF les investissements sur les LGV. Et ces investissements, ils ont abouti à quoi ? À ce que la SNCF se retrouve au début des années 2000 avec à peu près 55-56 milliards de dettes, ce qui n'était pas supportable. Et donc le gouvernement, dans le pacte ferroviaire en 2018, ce qu'il a proposé, c'est la reprise par l'État de 35 milliards, je parle sous votre contrôle, de dettes de la SNCF, de façon à pouvoir alléger la SNCF, restructurer la SNCF. Et là, il y a une orientation que pour le coup on ne partage pas avec mon collègue, on le pointe du doigt dans le rapport, c'est que la SNCF en fait a été créée sous forme de plusieurs SA avec une holding dans laquelle il y a à la fois SNCF, enfin il y a plusieurs SA mais il y en a deux essentiels, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau. Et je pense qu'on a une difficulté presque consubstantielle avec ce montage-là. Pourquoi ? C'est parce que aujourd'hui, en fait, à entretenir des infrastructures, construire des infrastructures, rénover des infrastructures et faire circuler des trains, ce sont deux métiers différents. Ce d'autant plus qu'on est dans une phase d'ouverture à la concurrence avec des nouveaux opérateurs qui arrivent déjà et qui arriveront encore davantage d'ici 2033, qui est la date ultime de l'ouverture à la concurrence. Et on a dans ce modèle-là une difficulté, c'est qu'en fait, le financement de SNCF Réseau dépend des résultats de SNCF Voyageurs, et je vous la fais courte, mais et par ailleurs, SNCF Voyageurs paye un niveau de redevance pour faire circuler ces trains à SNCF Réseau qui est très supérieur
à la moyenne des autres pays européens. Ce qui fait que, à la fois l'usager paye un peu plus qu'ailleurs le transport et que par ailleurs, nous n'avons plus les moyens d'investir sur notre réseau ferroviaire. Donc aujourd'hui, on est face à un double choc, un choc d'investissement qui est nécessaire, hein, ce fameux chiffre que vous avez entendu de 100 milliards d'euros qu'on avait pointé dans le rapport, qui a été repris par le président Farandou, qui est issu aussi, a été repris aujourd'hui par le COI, le comité d'orientation des infrastructures, dans le rapport qui a été rendu à la Première ministre. Donc constat d'un besoin de 100 milliards d'euros d'investissement. Alors après on ne dit pas sur combien de temps. Globalement, nous, on pense que ces 100 milliards, c'est sur 10 ans. En fait, il y aurait besoin de 10 milliards d'euros par an. Et deuxième élément, pour l'instant, on ne dit pas encore comment on va le financer. Hein, donc on est à un rendez-vous important puisque on est à la veille des CPER mobilité, vous savez, les fameux contrats de plan État-région mobilité. Les préfets de région n'ont pas encore reçu leur feuille de route, leur mandat de négociation du ministère. Et l'État va venir taper à la porte des régions, des collectivités, pour savoir quels choix sont faits pour financer ces infrastructures. Lesquelles régions aujourd'hui répondent prioritairement? Nous, notre job, c'est de faire circuler des trains. Et donc, on veut investir sur le matériel roulant, sur le niveau de service. Et les infrastructures, c'est une responsabilité d'État. Donc, forcément, la discussion va être un peu vigoureuse, mais il va y avoir cette discussion. Parce que, à côté de ce choc d'investissement, il y a par ailleurs un choc d'offres, puisqu'on est à un moment, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, où on veut faire du transfert modal. Comment on fait du transfert modal? C'est en améliorant l'offre, à la fois qualitativement et quantitativement, mais d'abord qualitativement. Ça, c'est très clairement ce qui ressort de toutes les études que l'on fait auprès des usagers. Ce qui importe d'abord, c'est la fréquence, la régularité, la qualité, le confort, la sécurité. Après vient la question du prix. Non pas que le prix soit totalement indifférent, mais c'est d'abord la question de la qualité. Et donc, ce choc d'offres, il nécessite des investissements sur le matériel roulant, il nécessite des investissements sur le numérique aussi pour rendre interopérables les différents systèmes, parce qu'on est dans un pays où on a sans doute un goût particulier ou prononcé pour la complexité. On a de nombreux opérateurs qui interviennent, et donc comment entre la SNCF et NAOM, Autorité organisatrice des mobilités, qui est la région, et ensuite du transport interurbain, je crée de l'interopérabilité, je crée une tarification commune, je crée un support commun, je crée des possibilités de réservation unique. Bref, il y a de gros investissements aussi sur le numérique. Donc, choc d'investissement, choc d'offres de l'autre côté. C'est un rendez-vous qui m'apparaît, et je vais peut-être m'arrêter là pour ensuite être dans l'échange ou revenir sur d'autres points si vous le souhaitez plus tard. C'est un rendez-vous majeur parce qu'il répond à ces transitions qui font l'objet de la thématique d'aujourd'hui. On est sur des transitions écologiques, mais on est aussi sur des transitions culturelles, sur des transitions aussi qui répondent à des choix individuels dans la mobilité et sur lesquels les réponses ne sont pas uniques sur l'ensemble du territoire. Les territoires ruraux, l'urbain, le périurbain ont des besoins de mobilité qui n'appellent pas exactement la même nature de réponse et aucun d'entre eux ne peut être laissé sur le bord du chemin. Alors c'est là où je voulais en venir. Merci pour ce tableau très complet, etc., de la situation qui laisse un sentiment mitigé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est possible, si on va s'en sortir, si la SNCF est capable de le faire, quand on voit par rapport aux enjeux d'investissement d'infrastructures. Et au-delà, je voulais qu'on poursuive, puisqu'on est ici, j'allais dire, dans les territoires, et vous l'aviez évoqué à la fin de votre propos, la question du TGV n'est évidemment pas la même que celle des TER et de l'offre de mobilité d'hyper-proximité. Comment est-ce que, localement, on peut avoir des perspectives, un impact sur justement ces enjeux de la transition? Alors, sur le plan plus local de ce qu'on va appeler les mobilités du quotidien, hein, il y a peut-être deux sujets. Il y a d'un côté, là aussi, les infrastructures avec l'ensemble de notre réseau, et en particulier ce qu'on a appelé les petites lignes, où là, incontestablement, il y a un besoin d'investissement pour la rénovation de ces petites lignes, et c'est un des enjeux majeurs que j'évoquais tout à l'heure dans le cadre du CPER. Et puis ensuite, il y a la coordination des acteurs de la mobilité. Donc au premier rang desquels les régions,
mais aussi l'ensemble des intercommunalités, métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes dans une moindre mesure. Aujourd'hui, on a dans notre pays, suite à la loi LOM, identifié à peu près 260, 270 bassins de mobilité. C'est-à-dire que c'est à cette échelle-là, qui n'est pas une échelle administrative, hein, il peut y avoir parfois une agglo et 3 comcom qui sont dans un même bassin de mobilité, que l'on va travailler entre la région et les acteurs locaux sur l'organisation des mobilités du quotidien dans ces territoires. Et donc là, on a un enjeu qui va aussi être financier aujourd'hui, hein, puisque nous sommes en train de travailler là aussi au Sénat actuellement sur justement le financement des AOM. Vous savez qu'à l'automne dernier, le financement d'Île-de-France Mobilité avait un peu déchaîné la chronique et fait l'actualité avec l'augmentation du pass Navigo. Mais cette question-là, elle vaut dans tous les territoires. Et nous avons une particularité française, c'est que le poids payé par l'usager est en fait un des plus faibles d'Europe. Donc comment justement on continue à avoir cette attractivité tarifaire, mais aussi lisibilité tarifaire, hein, c'est un des sujets aujourd'hui, un des reproches que l'on a fait à la SNCF dans notre reproche, dans notre rapport, pardon, c'est une absence de transparence sur les tarifs, c'est-à-dire que vous ne savez jamais si celui qui est assis à côté de vous dans le train a payé le même prix que vous et pour quelle raison il n'a pas payé le même prix, c'est le fameux yield management. Et puis, à côté, le deuxième sujet, c'est comment on peut renforcer l'offre, parce qu'on a aujourd'hui des besoins de mobilité et les infrastructures, on sait qu'elles mettent du temps à sortir, d'où la nécessité d'être sur du multimodal et pas seulement sur du fer. Et enfin, d'être également sur deux enjeux majeurs auxquels notre pays n'a pas encore bien répondu aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'ERTMS, c'est un système qui permet d'automatiser le flux des trains sur une voie et en clair de faire passer plusieurs trains ou davantage de trains sans investir sur l'infrastructure en toute sécurité, et comment on automatise l'ensemble de nos aiguillages. Par exemple, en France, deux chiffres, hein, nous avons 400 postes d'aiguillage. En Allemagne, il y en a 18 pour l'ensemble du pays. Et donc ça, c'est un investissement en termes de modernisation qui permet à la fois de sécuriser et de fluidifier le trafic. Donc en clair, aujourd'hui, l'enjeu local, c'est bien sûr les investissements, mais on sait que les gros investissements, les investissements lourds, ils mettent du temps. Et donc, pour pallier à ça et pour rendre concret pour nos concitoyens ce transfert modal, c'est très rapidement de faire circuler davantage de trains sur les infrastructures que l'on a pour les moyens, avec les moyens que j'ai, et j'imagine que mon voisin parlera d'autres moyens également. Et puis, deuxième élément, en utilisant la multimodalité et ne pas tout renvoyer sur le train. Alors, merci beaucoup effectivement pour ces précisions et j'allais dire pour cette transition pour le coup avec effectivement votre voisin, parce que on le voit par rapport à la présence, pour ne pas dire l'omniprésence de la SNCF, etc. Moi, j'ai entendu qu'il y avait aussi deux enjeux pour réussir ces problématiques de transition. Il y a la question de la concurrence. Est-ce que finalement la concurrence, c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer, de faire progresser, de pousser? Puis j'allais dire, il y a la question des alternatives à la SNCF ou d'autres types de transports. On pense à des coopératives, à Railcoop, à des choses comme ça, etc. Et sans doute aussi à vous, Régis Coat. Alors peut-être, je rappelle, vous êtes le président directeur général de Taxirail. Ma première question, ce serait peut-être de présenter Taxirail et ce que vous faites avant que vous développiez avec nous des exemples très précis de nouveaux concepts de transport, notamment en Normandie. Mais Taxirail, j'allais dire, c'est quoi? Et j'allais dire, pourquoi? Quand on a la SNCF en face de soi, pourquoi est-ce qu'on se dit qu'on va faire quelque chose d'autre? Alors, Taxirail est un train léger autonome pour sauver les petites lignes qui vont fermer. Je ne peux pas faire plus court en pitch d'intro. Juste une petite précision, nous ne sommes pas concurrents de la SNCF. Taxirail n'est pas transporteur, mais fournit un véhicule et un service de mobilité. On discute d'ailleurs, on a eu des échanges il y a quelques années avec la SNCF. J'ai revu Carole Desnaud au mois de mars lors du CIFER. Il y a d'autres transporteurs en France, je pense notamment à Transdev. Vous parlez effectivement de Railcoop, avec qui nous avons également des contacts dans l'optique d'exploiter certaines petites lignes.
Alors nous, on est parti d'une page blanche en prenant en compte la problématique des petites lignes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre attractifs pour le voyageur, puisque je serais tenté de dire, en faisant un peu de mauvais esprit, que nous travaillons, nous, pour le voyageur. Il n'y a personne de la SNCF, vous ne prenez pas de risque du coup, c'est ça? Et à coût maîtrisé pour la collectivité, puisque Monsieur le Sénateur a bien rappelé du niveau de prise en charge par la collectivité du prix du billet, qui est, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à peu près 30%, qui est payé par le voyageur. Le reste est de la subvention diverses et multiples. Donc c'est un système qui pose des problèmes de pérennité sur le long terme. Nous, sur certaines lignes, on arrive, pas toujours, mais déjà, on a des exemples où on réduit par 3 un déficit sur l'exploitation d'une ligne de desserte fine. Sur d'autres cas, on arrive globalement au petit équilibre économique avec un niveau de tarification qui reste identique pour le voyageur. C'est-à-dire globalement 25 centimes du kilomètre. C'est la tarification TER qui est en vigueur entre 20 et 25 centimes. Donc pour trouver ce système, on a imaginé des modules très compacts qui font 6 mètres de long, 2,90 mètres de large, 3,25 mètres de haut. Globalement, c'est le gabarit d'un gros minibus qui peuvent embarquer chacun 40 voyageurs. Donc 16 places assises, 2 emplacements PMR, des crochets pour pouvoir mettre des vélos également, qui est une problématique du TER tel qu'on le connaît. Et je vais justement reparler de la problématique d'intermodalité. Alors vous pouvez dire que 40 personnes pour un module, hein, c'est un peu léger, mais il faut regarder les chiffres de fréquentation des petites lignes, notamment aux heures creuses. Alors, pour passer les heures pleines, on a un système qui s'appelle en bon français platooning, qui se traduit par peloton. C'est formidable, mais personne ne comprend. Donc, on va dire que ça fonctionne en convoi. Il y a 3 modules qui vont pouvoir se suivre, sans se toucher, du moins on l'espère, on y travaille. Mais rassurez-nous un peu, parce que là, c'est pas bien parti, là. Parce que je comprenne bien, parce que je ne voudrais pas avoir raté un truc où c'est l'heure, je ne sais pas. Mais donc, sur des petites lignes où il n'y a plus de train de la SNCF ou de quiconque qui circule, oui, vous mettez à disposition, mais du coup de la SNCF ou de ceux qui sont en charge, enfin de l'autorité organisatrice de transport, un module différent, intelligent, connecté, etc., qui permet de le rendre économiquement viable, c'est ça que je dois comprendre. Et vous le fabriquez, vous le distribuez, c'est ça? C'est tout à fait ça. Non, alors, ça va, j'ai compris alors. Non, mais tout le monde avait compris ça aussi. Donc on a un pôle de partenaires industriels qui sont pour la plupart issus du monde de l'automobile, de l'aéronautique, du nautisme également, mais également du ferroviaire, pour pouvoir développer et assembler ces modules. Donc on a une capacité en mettant en circulation 3 modules, on a une capacité maximale théorique de 120 personnes sur la base de 4 personnes au mètre carré, ce qui est la règle dans les transports en commun, ce qui est tout à fait comparable à un TER classique. On parle bien des petites lignes, on ne parle pas du Transilien, on ne parle pas de ce genre de choses. Là, on est globalement pour une ligne qui va accueillir dans les 500 voyages par jour, donc 250 voyageurs, on a une alternative économique crédible. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une taille, un niveau en dessous duquel ce n'est pas forcément viable, c'est ça? Parce qu'il faut les fabriquer. C'est vous qui fabriquez ces modules-là? Alors, c'est un de nos partenaires qui est installé à Colmar, voilà, qui va assembler ces modules avec un ensemble d'autres partenaires. Je pense à Texelis pour les essieux. Ils sont basés à Limoges. D'autres partenaires situés dans les Hauts-de-France, situés en fait un peu partout. On fait un vaste mécano en prenant les meilleurs à chaque fois. On a, je pense, la meilleure équipe
constitué pour ce genre de projet innovant en France, hein, et ce mécano est assemblé sur Colmar. Et une fois que vous avez fabriqué ces espèces de gros minibus qui roulent sur des rails, hein, c'est ça? À qui vous allez le proposer? Comment ça se passe, le fait qu'on le voit circuler? Et est-ce qu'il circule déjà quelque part, du coup? Alors, l'expérimentation doit commencer entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine en Normandie. D'accord. Nous avons une voie d'essai qui est mise à notre disposition par Cossen Aglo, dirigée par Virginie Carolo, donc c'est dans les boucles de Seine, hein. On a une voie de 1,6 km qui est mise à notre disposition à Port-Jérôme-sur-Seine. C'est là que vont se dérouler les premiers tests. Ensuite, la mise en service pour le grand public aura lieu aux alentours de 2026. Il y a des projets concurrents, on est tous à peu près sur le même planning. J'ai raté une question que vous m'avez posée. Oui, à qui vous allez le proposer après? À qui je vais le proposer. Et parce que ce sont sur des voies qui vont être... L'objectif, c'est de le faire rouler sur des voies qui sont délaissées, en fait, aujourd'hui, c'est ça? Alors, la question de la propriété, entre guillemets, de la voie, sachant que les voies appartiennent à l'État, in fine. Mais la question, on va garder le terme propriété, là, et va être variable, hein, en fonction des situations. Nous, nos interlocuteurs sont les AOM. Ensuite, c'est l'article 172 de la loi L'Homme notamment, à laquelle on a été contributeur. On a beaucoup travaillé avec les députés Barbara Pompili, Bérangère Couillard, etc. sur ces sujets. Donc après, est-ce que ça reste une propriété entre guillemets SNCF et dans ce cas, nous allons payer une redevance du roulage? Est-ce que c'est une mise à disposition de la ligne par SNCF, charge à soit l'AOM, soit une CEMOP, soit éventuellement une concession qui va en assurer l'entretien? Est-ce que c'est la collectivité qui va prendre la possession de la ligne? En fait, chaque ligne est un cas particulier qui correspond à un projet différent. Et c'est valable également dans une collectivité, dans une région. Il peut y avoir, notamment avec l'ouverture à la concurrence des petites lignes, il peut y avoir du cas par cas, où sur une ligne, ça va être Transdev, sur une ligne SNCF, sur l'autre, ça va être une RAICOP, sur une voie qui aura même dans certains cas, été privatisé. D'accord. Et ce qui est intéressant, parce qu'on a beaucoup parlé ce matin de la technologie, de ce que ça pouvait permettre, de ce que ça apportait, en quoi c'était au service d'eux. Ces transports ferroviaires qu'on dit intelligents, c'est où se trouve l'intelligence? C'est-à-dire qu'ils sont autonomes? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, on n'est pas parti d'une approche uniquement technophile. L'autonomie du système est une réponse à un besoin. Le besoin, c'est notamment les heures creuses. Comment on fait? Pour reprendre une expression qui avait été dite par, je crois que c'est Villerail et Transport, sur les TER en Bourgogne-Franche-Comté, c'est un TER qui promène ses banquettes vides à travers les herbes folles. C'était la définition du TER. Donc est-ce que ça, c'est un modèle qui est soutenable? Assurément pas, que ce soit d'un point de vue écologique ou d'un point de vue économique. Donc nous, l'autonomie nous permet, par exemple, de faire du transport à la demande aux heures creuses. C'est-à-dire pas de demande, pas de véhicule en circulation, pas d'usure de la voie, pas d'usure du matériel. Vous l'appelez avec votre application smartphone et il se met en route. Le système va systématiquement se mettre en route, puisqu'on veut amener les gens vers le rail, on veut une qualité de service, on ne va pas lui dire non, t'es gentil Coco, il faut qu'il y ait 10 voyageurs avant que tu te mettes en route. Surtout qu'on est sur des voies qui sont très très courtes, et notre grand concurrent, c'est la voiture individuelle. Si on a un système où le trajet se fait en 20 minutes, mais le système met un quart d'heure avant de dire s'il vient ou s'il ne vient pas, le match est plié à ce niveau-là. Donc le système se mettra en route, même si vous êtes tout seul, mais après il faut vraiment avoir en tête l'image d'un ascenseur. C'est un ascenseur horizontal. Si vous êtes le premier à l'appeler, il viendra pour vous. Maintenant, il s'arrêtera pour laisser monter et ou descendre d'autres voyageurs. Ça, c'est la problématique des heures creuses. Il y a également un sujet, c'est de pouvoir fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a deux notions majeures sur ça. C'est si, par exemple, un TER classique, votre dernier TER est à 18 heures. Si, pour une raison quelconque, vous terminez à 19 heures, vous n'avez plus de moyen de rentrer chez vous. Si vous êtes en zone rurale, vous aurez peut-être la chance de trouver un taxi. C'est pas gagné. Et ça va vous coûter un minimum de 80 €.
ce qui s'appelle une journée de travail très productive. Donc là, avec Taxirail, vous avez la certitude, si vous le prenez pour aller travailler le matin, vous avez la certitude, quelle que soit votre heure de débauchage, d'avoir un système de transport qui vous ramènera chez vous. Et ça, c'est essentiel. C'est la sécurité qu'on peut apporter en termes de service pour le voyageur. Le deuxième sujet, c'est par exemple le dimanche. Le dimanche, il y a des gamins qui ont des activités sportives et du coup, ils peuvent se rendre éventuellement sans que les parents les conduisent en voiture, ce qui est également un acte pour la décarbonation. Également un acte économique, puisque le prix de l'énergie va rester très élevé. On a parlé tout à l'heure avec la Poste des ZFE. Il ne faudrait pas que les zones à faible émission deviennent des zones de forte exclusion. Et donc, il faut pouvoir permettre également aux citoyens de se déplacer à un coût réduit, avec un bénéfice environnemental, la décarbonation des transports. Ok. Alors, c'est assez clair, assez précis, etc. On est dans des phases d'expérimentation. Je me retourne vers vous, monsieur le sénateur, parce que du coup, on est sur des logiques, et effectivement, j'évoquais cette question soit de la concurrence, soit des alternatives. On est sur le sujet des alternatives possibles. Donc, qu'est-ce qui peut exister? Qu'est-ce qui peut se glisser un petit peu dans l'existant aujourd'hui de ce type d'initiative, par exemple, ou d'autres que vous connaissez? Le fait qu'on soit sur des solutions qui soient complémentaires et qui soient alternatives et qui ne soient pas uniques ou univoques, voilà, ça tout le monde le partage et je crois que c'est une nécessité. Aujourd'hui, il y a peut-être 2 ou 3 catégories particulières. L'essentiel aujourd'hui des AOM métropolitains considère que la desserte des centres urbains est réalisée, avec peut-être du renouvellement, avec de matériel, mais en tout cas, le transfert modal interne à la ville, pour l'essentiel, est réalisé. Le sujet, c'est la périphérie. C'est comment, en fait, je crée des prolongements de lignes ou comment je crée des offres de services complémentaires pour apporter un service à la périphérie. Et là, on peut trouver des réponses qui soient complémentaires, qui ne sont pas forcément tout rail, mais il peut y avoir du rail, avec des infrastructures qui soient aménagées. J'évoquais tout à l'heure les bus à haut niveau de service qui peuvent être mis en place. Le TAD, donc le transport à la demande, qui peut prendre plusieurs formes, taxi-rail ou d'autres formes sur la route également, qui existent, et qui renvoient à des applications numériques, pour qu'effectivement ce service soit disponible, mobilisable, avec un sujet, bien évidemment, c'est celui de son financement. On retombe sur cette question perpétuelle et éternelle, mais là aussi, on est dans des phases de transition. Et donc, je crois qu'il faut qu'on accepte ou qu'on admette qu'on a besoin de financements particuliers, ponctuels, exceptionnels. On a du mal avec les financements exceptionnels dans notre pays parce qu'on craint que l'exception dure. Mais en tout cas, pour aborder cette phase de transition. Et donc, comment on arrive à la mettre en place? Je fais juste petite incidente là sur la LOM. Par exemple, la LOM, elle avait été, lorsqu'elle a été adoptée, elle n'avait pas prévu de transfert financier aux communautés de communes. Et donc les communautés de communes, soit n'ont pas pris la compétence. Dans notre pays, en fait, il y a à peu près que 50% des communautés de communes qui ont pris la compétence mobilité. Les autres les ont laissées à la région, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens de mettre en place un service. Donc comment on rend solvable ce moyen sur la période? Ça passe forcément par des notions de péréquation, et ça passe forcément par des nouveaux modes de financement. J'en évoque juste 2. On peut imaginer effectivement que la route paye davantage le transfert modal. Il y a des moyens de le faire, notamment avec des affectations de TICPE. On va réouvrir la question des péages autoroutiers, et donc ça sera peut-être l'occasion de se réinterroger sur certains financements qui peuvent faciliter le transfert modal. Et puis, il y a la valorisation de certains biens qui sont liés. C'est le modèle de la Société du Grand Paris, où parce qu'on dessert de nouvelles zones, parce que des infrastructures viennent compléter l'offre, il y a une valeur du foncier qui se renchérit du fait de ces infrastructures et non pas du fait de l'effort de l'acteur économique. Et donc, on peut avoir une nouvelle source de financement à ce niveau-là. Et deuxième remarque que je voulais faire sur les questions de financement, j'en ai beaucoup parlé de la SNCF. Dans notre rapport, on parle du système ferroviaire français dans son ensemble, dont la SNCF est bien sûr l'acteur majeur. Mais il faut avoir à l'esprit
que la SNCF, aujourd'hui, c'est un groupe international. La SNCF, chacun ne le sait pas, on pense que c'est le cheminot, c'est le contrôleur. La SNCF fait 50% de son chiffre d'affaires à l'international, essentiellement via ces deux filiales que sont Géodis et Keolis. Donc, on a la chance d'avoir des acteurs importants, majeurs, comme on en a dans les services avec d'autres sujets comme l'eau, l'énergie, etc. dans notre pays. Donc c'est comment peut-être on peut utiliser la SNCF, groupe international qui aujourd'hui prend des parts de marché à l'étranger, que ce soit sur la logistique internationale ou que ce soit sur le ferroviaire, pour peut-être nous aider à accompagner ces transitions dans notre pays grâce à ces résultats. Voilà. Donc il y a sans doute un modèle nouveau à imaginer autour de ces questions-là, parce qu'on pense également, en revanche, que les activités, on le pointe dans notre rapport, que les activités traditionnelles de la SNCF peuvent assez facilement gagner en termes d'efficacité et de performance économique. Quand on se compare aux pays voisins, on a quand même pas mal d'écarts qui nous sont plutôt défavorables. Et donc je pense que là, on doit pouvoir assez facilement récupérer cet écart. On l'a estimé à au moins 550 millions de gains par an au niveau du groupe SNCF. Et deuxième remarque qui renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure sur RTMS et commandes centralisées, si nous avions ces investissements réalisés, la SNCF et notamment son président considèrent qu'en 6-7 ans, on a un retour sur investissement. Donc il faut qu'on sorte de la logique de l'annualité budgétaire pour financer ces investissements qui coûtent, mais qui rapportent. Or, tant pis, je mets un petit coup de pied de l'âne à Bercy, là, mais Bercy n'a pas cette vision des choses. Bercy est sur des visions de budget annualisé sur lesquels on n'arrive pas à mobiliser toujours à la hauteur des enjeux. Alors que si nous trouvons justement à débudgétiser, et c'est là que je reviens au modèle de la SGP, société de projet, qui permet de sortir de la logique budgétaire et de l'annualité budgétaire, on peut porter des investissements sur lesquels on a un retour sur investissement en 6-7 ans, ce qui serait plutôt de bonne gestion. Et merci pour ces précisions. C'est vrai qu'on pourrait passer du temps sur ces sujets du rail, de la SNCF, du système ferroviaire dans son ensemble. Je me tourne vers l'assistance. Est-ce qu'il y a, avant qu'on passe, voilà, ouais, deux questions d'un coup là. Hop, allez, ça va me faire un peu d'activité physique, ça va pas me faire de mal. Alors, vous êtes un récidiviste, monsieur, c'est la deuxième question. Allez-y. Oui, donc Nicolas Bechdolf, toujours conseiller délégué à la transition écologique à Puisition, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc j'avais une petite question piquante tout à l'heure, j'en ai une deuxième concernant le fret ferroviaire. Alors je vais faire ça sous forme d'un petit sondage. Qui parmi vous sait que la filiale fret de la SNCF est menacée de faillite? Vous pouvez lever le bras. Personne. Ah, merci. J'espérais au moins que monsieur le sénateur et monsieur le ministre étaient au courant. Mais vous voyez, dans le grand public, c'est quelque chose qui est absolument hors du débat public. Moi, je le sais parce que mon frère, il est conducteur de fret. Donc, pour le coup, j'ai eu l'information au cours d'une discussion familiale il y a 3 semaines. Mais personne ne sait ça. En fait, monsieur le sénateur l'a rappelé tout à l'heure, la SNCF a bénéficié d'aides d'État il y a quelques années quand elle allait très mal. Et donc, la filiale fret a bénéficié de 5 milliards d'euros d'aide qu'aujourd'hui, la Commission européenne réclame sous prétexte d'atteinte à la concurrence. Et donc, la filiale fret est menacée de faillite. Donc avant de décarboner, c'est très bien, développer le fret, c'est très bien, mais il faudrait peut-être éviter de casser l'existant. Voilà, parce qu'en plus, tout ce qui est ouverture à la concurrence, on sait que ça a du mal à marcher, on l'a vu au Royaume-Uni, en Allemagne, etc. Ça pose souvent problème, en tout cas. Et pour la petite anecdote aussi, aujourd'hui, un concurrent de la SNCF qui veut mettre un train de fret sur les rails français, aujourd'hui, il bénéficie de ristournes sur les fameux péages de SNCF Réseau. Donc on est assez loin de la concurrence libre et non faussée d'Adam Smith. Donc je voulais avoir un petit peu votre retour là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Comme ça facilitera les déjeuners en famille déjà. Je vais prendre la deuxième question d'un coup, si ça vous va. Comme ça, on fera tout ensemble, monsieur. Alors, moi, c'est pas forcément une question, en fait, c'est une remarque. Donc, je suis conseiller départemental donc, en Lozère, donc, qui est un département rural, ou voire même hyper rural. Donc, en termes de desserte ferroviaire, on n'a pas de TGV, hein, on a des lignes TER.
Donc on vient d'apprendre en fait le désengagement de l'État sur la partie investissement sur la ligne de l'Aubrac, donc la ligne Béziers-Sargues Clermont-Ferrand, qui met à mal en fait cette ligne et qui nous fait craindre le pire pour cette ligne. Alors sachant qu'effectivement en termes de transition écologique et énergétique, elle fait partie des priorités pour nous, sachant qu'il y a bien sûr toute la partie voyageurs, mais il y a aussi une usine quand même relativement importante à Saint-Chély-d'Apcher, qui est l'usine ArcelorMittal, et qui fait transiter sa production par cette ligne SNCF. Et donc on est aujourd'hui très très inquiet sur l'avenir de cette ligne, et on adopte une motion demain matin en réunion de conseil départemental pour faire en sorte que l'État respecte ses engagements, puisque les engagements avaient été pris par l'État jusqu'en 2034 en termes d'investissement, et donc les régions, autant côté Occitanie que côté Aura, en fait, avaient pris elle, des relais en termes de transport et d'engagement financier. Monsieur le sénateur, ça vous fait répondre à la fois au nom de la SNCF et au nom de l'État, ça fait quand même une grosse responsabilité. Alors je suis habilité ni par l'un ni par l'autre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour ce qui concerne le fret, oui, il y a plusieurs questions dans votre question, monsieur. Il y a effectivement un paradoxe entre les ambitions, la trajectoire de la France vis-à-vis de l'Union européenne d'augmenter la part du fret, puisque la part du fret en France a plutôt baissé au cours de ces dernières années. Et l'objectif, c'est qu'on monte à au moins 25% du fret. Aujourd'hui, on doit être autour de 11-11,5%. Et donc, pour cela, il y a une politique volontariste du fret, donc à deux niveaux. Il y avait la politique exceptionnelle, je dirais, des aides d'État qui posent aujourd'hui débat avec la Commission européenne, mais je fais confiance au ministre Bonne pour convaincre la Commission du bien fondé de cette aide par rapport à la trajectoire. Et je fais juste une petite parenthèse sur ce point-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une tendance et une orientation que porte pour le coup assez fortement la France et le président de la République, de faire que le seul prisme de la Commission européenne ne soit plus uniquement la concurrence pure et loyale. On a vu qu'avec les crises qui nous impactent aujourd'hui, cette concurrence pure et loyale, elle est quand même fortement impactée. Et donc je pense que le souci de réindustrialisation qui est le nôtre passe aussi peut-être par une approche un peu différente de ce point de vue. Et je pense qu'il y a des propositions qui sont faites dans ce sens-là. Je ne sais pas encore à quelle échéance elles aboutiront. Le deuxième point, c'est que effectivement, sur le fret, l'ouverture à la concurrence, elle existe. Donc il y a d'autres opérateurs, des opérateurs alternatifs, mais les réductions sur la redevance ou l'aide aux wagons isolés, ce qu'on appelle, parce que soit on fait des trains complets, soit on fait des wagons isolés de fret, il y a des aides pour diminuer la redevance, mais qui vaut pour tous les opérateurs, aussi bien pour fret SNCF que pour les opérateurs alternatifs. En revanche, et là je porte juste un petit complément, c'est que là où on a une difficulté du fait de l'appartenance de SNCF Réseau au même groupe, aujourd'hui tous les opérateurs alternatifs se plaignent du fait que les sillons qui leur sont affectés sont très peu favorables au développement de leur activité. Donc il y a malgré tout un sujet autour de cette question-là. Sur la ligne Aubrac, en voisin cantalien, je la connais bien et je sais l'enjeu à la fois pour le désenclavement et pour le coup pour un fret existant, puisque l'usine ArcelorMittal de Saint-Chély-d'Apcher aujourd'hui est desservie par fer, enfin l'été, jusqu'à ce que la ligne soit interrompue. Moi, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas encore de réponse totalement fermée de l'État. On renvoie justement à cette discussion sur le CPER, avec une position plutôt volontariste des deux régions, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont cofinancé les études pour pouvoir identifier les besoins sur la ligne, qui sont effectivement assez conséquents. Et par ailleurs, n'ont pas fermé la porte aujourd'hui à être autour de la table, mais en complément de l'État, puisque là, je le rappelle, cette ligne-là, comme encore quelques-unes dans le pays, est ce qu'on appelle une ligne d'équilibre du territoire. Et donc, c'est les dernières lignes qui sont ni les grandes lignes LGV financées par le transport grande vitesse et les TGV, ni tout ce qui relève des TER qui dépendent de la région. Ce sont les dernières lignes où l'État est encore AOM, où c'est l'État qui est autorité organisatrice des mobilités.
Et donc, sur les voyageurs, on a 2 lignes en France qui aujourd'hui posent de grandes difficultés de ce point de vue-là. C'est la Clermont-Paris et la Limoges-Paris. C'est les deux lignes d'équilibre du territoire où il doit y avoir des gros investissements. Et effectivement, la ligne Aubrac se situe dans ce cadre-là. Donc cette motion, je dirais, nous la prenons tous, moi avec ma casquette de conseiller régional également pour cette région-ci, les départements voisins la prennent, et j'espère que dès qu'on aura la feuille de route des préfets, moi je ne considère pas en tout cas que la porte aujourd'hui soit totalement fermée. Je ne sais pas comment on va pouvoir en discuter, mais je pense que la porte n'est pas totalement fermée. Et là, d'autant plus, encore une fois, qu'on a aujourd'hui une possibilité de fret ferroviaire conséquent. Sinon, on mettrait de nombreux poids lourds sur la 75, ce qui serait quand même complètement contraire à la trajectoire sur laquelle on travaille. Merci beaucoup d'avoir pris vos responsabilités et votre liberté pour nous éclairer. Ah, j'avais pas vu, mais c'est vrai qu'il est interdit de parler sans micro. Donc j'arrive parce que voilà. Pardon si je vous avais oublié. Parce que vous étiez mis trop loin au fond. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur. Donc, je me présente, Benoît Blot. Je suis adjoint au maire du Plessis-Robinson et vice-président du territoire Vallée-Sud Grand Paris. Précision, je suis accompagné de 2 conseillers municipaux délégués, dont madame Jean Evano, qui est conseiller délégué au développement durable, mais qui est aussi cadre à la SNCF. Donc, elle a beaucoup apprécié la définition du TER que vous aviez tout à l'heure. Ma question, dans les années 2008, il y avait un grand plan sur le ferroutage. La société L'Or avait développé des trains, des wagons spéciaux. Donc il s'agit d'embarquer les camions sur les trains pour leur faire faire les grandes distances. Je ne comprends pas pourquoi ce plan-là a été abandonné, pourquoi ça n'a pas été fait. D'autant plus que si vous vous promenez un peu sur les autoroutes, vous voyez une multitude de camions étrangers. Alors, c'est pas que je n'ai rien contre les étrangers, mais on voit des camions qui viennent de Moldavie, de partout en Europe, qui traversent l'autoroute, qui passent leur week-end entier dans les stations de service, par milliers, week-end de l'Ascension, toutes les stations de service étaient pleines. Pourquoi ce système des voies sont libres maintenant, puisque quand on construit une LGV, on allège d'autres voies où les trains passaient avant et n'y passent plus. Pourquoi est-ce que, et au niveau développement durable, pollution et puis aussi au niveau sécurité, ces camions qui traversent la France en tous sens, pourquoi on ne redéveloppe pas ce système qui mettrait des camions sur les trains et arriver à destination pour les derniers kilomètres, ils descendent du train et ils vont où ils doivent aller. Et en plus, ça permettrait de faire du fret en plus. Merci pour cette question témoignage. Je ne sais pas trop ce que vous pouvez faire. Peut-être simplement une ou 2 remarques plus que des réponses. Peut-être monsieur le ministre en aura. Une des limites aujourd'hui du fret, que ce soit par le ferroutage ou pas. Je ne me prononcerai pas sur la bande technique. Est-ce qu'il faut faire monter des camions sur des trains ou est-ce qu'il faut transporter des containers et avoir des ports ensuite de ferroutage, si je puis dire. C'est un autre sujet. Mais une des limites du fret, c'est sa compétitivité économique aujourd'hui. D'où le fait d'un côté, ce qui avait été tenté et qui a été interrompu, de taxer les véhicules, et en particulier les véhicules étrangers qui circulent sur nos infrastructures. Vous savez qu'il y a de magnifiques portiques sur nos autoroutes qui aujourd'hui peut-être pourront un jour être réactivés. Donc ça, c'était justement pour taxer ces véhicules qui traversent notre pays, qui utilisent nos infrastructures sans que ça ne nous rapporte rien. Éventuellement, même ils ne payent même pas de TICPE parce que possiblement, ils ne font même pas de plein en France. Et donc, ça, c'était la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est comment on rend plus compétitif le fret. Alors, il y a des réponses financières, il y a des réponses techniques. Je ne vais pas là non plus rentrer dans le détail, je ne maîtrise sans doute pas intégralement, mais il y a au moins un sujet qui pose problème, c'est toujours la question de nos infrastructures. Comme nos infrastructures sont en mauvais état, ou que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures, on ne peut pas toujours faire circuler des trains de fret, et donc c'est la dernière roue du carrosse, si je puis dire. Et deuxième élément, quand on a des travaux à faire, on les fait la nuit pour pas trop perturber le transport voyageur, et donc on perturbe le transport fret. Ça fait partie des explications. Ça n'explique sans doute pas tout, mais c'est un des éléments d'explication. Eh bien, merci pour ces précisions. Je vais vous libérer tous les deux. Vous voyez que ça nous donne des perspectives pour consacrer une table ronde, voire une journée à ces questions de mobilité. Merci infiniment de votre présence à tous les deux.
Vous pouvez descendre de scène, vous n'êtes pas obligé de rester là toute la fin d'après-midi. On va poursuivre notre réflexion autour de ces thématiques de probabilité, de mobilité, en étant sur des territoires un peu différents, parce qu'effectivement, à l'échelle de la SNCF et du rail, c'est particulier, mais là, on va s'intéresser peut-être davantage aux territoires ruraux, aux problématiques un peu différentes. Et pour ça, je vais vous demander d'accueillir nos 3 invités. Il y en a un qui est tout près, donc je le vois et je sais qu'il est revenu du plateau. Christophe Bernolin, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat Lyon-Rhône. Clotilde Bourris, allez-y, venez avec moi, monsieur le président. Clotilde Bourris, directrice de la stratégie d'Ubricité. Et Florence Risser, fondatrice de l'association Bardane. Merci beaucoup à tous les 3 d'être avec nous pour faire une sorte de... On va descendre, entre guillemets, de grandes problématiques, mais être sur des choses, justement, comme on l'avait souhaité tout au long de cette journée, très précises, très concrètes, très opérationnelles et modélisables, pour partir sur des initiatives. Mais peut-être, vous êtes bien entouré, monsieur le président. Parce qu'on a, tout à l'heure, il y a eu des photos qui ont circulé sur les réseaux, il n'y avait que des messieurs à la table, on s'est fait engueuler encore en disant mais non, je vous promets, on a essayé au maximum de travailler sur les enjeux et les questions de la variété. Monsieur le président, peut-être, de par votre fonction, comme président de la Chambre des métiers de l'artisanat Lyon-Rhône, peut-être de s'intéresser, et en dépassant un petit peu la métropole, pour aller regarder ce qui se passe concrètement pour les artisans, pour l'ensemble des métiers que vous représentez. Sur ces questions de mobilité, il est clair que c'est aujourd'hui un des sujets. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, en dépassant un petit peu la métropole, mais bon, le sujet mobilité en ce moment, c'est surtout sur la métropole avec la mise en place. Voilà, c'était un des sujets sur lesquels on allait revenir. Mais... Pardon, mais non, je t'en prie. Voilà, c'était aussi pour alterner sur les 2 territoires. Je comprends. Mais simplement, la mobilité, à la limite, sur le secteur plus rural, je dirais, pose beaucoup moins de soucis, puisqu'on n'a évidemment pas le souci de stationnement, on n'a pas le souci d'embouteillage, on n'a pas le... Donc les mobilités, après je dirais que chaque entreprise s'adapte en fonction de son besoin, en fonction de son activité, et s'adapte sur le côté rural. Alors sur ces liaisons entre la métropole et les territoires, on va dire, alentour, on va donc retomber sur la question qui peut-être vous préoccupe et nous préoccupe, et en tout cas préoccupe un certain nombre de personnes qui souhaitent rentrer dans la métropole. C'est autour des enjeux de ce qu'on a déjà évoqué, cette fameuse ZFE. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les artisans que vous représentez s'adaptent à ces nouvelles conditions, à ces nouvelles contraintes pour vous? Enfin, vous allez me dire comment vous le vivez, mais qu'est-ce que ça représente pour eux, ces fameuses ZFE? Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la tête des artisans, évidemment, les artisans ne sont pas contre avoir une ville plus propre, avoir moins de pollution. Là, il n'y a pas de sujet, mais bon, je souhaitais le dire quand même au début. Après, pour le moment, les artisans, malheureusement, ont peu d'outils pour s'adapter. Et c'est un petit peu le souci justement qu'on a eu. Alors on a la chance, nous sur la métropole de Lyon, où on a été assez tôt contactés pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir trouver des solutions ensemble, ce qui nous a permis de faire remonter pas mal de problématiques, où on est plus sur des problématiques de calendrier. C'est-à-dire qu'initialement, la fin du critère 2 sur la métropole de Lyon, c'était 1er janvier 2026. Et le problème, pour arrêter les véhicules diesel, faut-il encore avoir des véhicules pour les remplacer? Faut-il encore avoir des endroits pour recharger, par exemple, des véhicules électriques? Faut-il encore avoir des endroits pour stationner? Nous, la Chambre de métier, l'artisanat, donc c'est quatre grandes familles, en gros, le bâtiment, l'alimentation, les services et la fabrication, et c'est 250 métiers. Donc forcément, nos réponses ne sont pas les mêmes en fonction des métiers, puisque si, par exemple, vous prenez un boulanger qui a, je ne sais pas, 40 baguettes de pain à livrer le matin dans des restaurants, et puis un carreleur qui a 3 palettes de carreaux à livrer sur les pentes de la Croix-Rousse, voilà, la problématique n'est pas la même, aussi bien au niveau véhicule qu'au niveau stationnement. Donc nous, notre travail, c'est de regarder au plus près pour accompagner les artisans, c'est-à-dire regarder au plus près ce qui correspond à leur métier, puisque
il existe des solutions. Donc, en fonction du métier, ça peut être par exemple, je parlais des boulangers, ça peut être, il y a des systèmes de vélo cargo qui fonctionnent, qui sont en train de se développer sur Lyon et qui fonctionnent assez bien. On a d'autres systèmes de livraison en mode doux. Après, on voit par rapport, par exemple, au métier du bâtiment, où là, on n'est pas sur de la livraison. Là, on est plus sur du stationnement. Alors, bien sûr, de la livraison, des choses un peu plus lourdes au départ, mais après, sur du stationnement à la journée. Donc, c'est une autre problématique. On a également aussi, nous, pas mal de métiers de dépannage, où là, c'est un petit peu dur d'anticiper. C'est-à-dire que très souvent, 2 jours avant, la personne ne sait pas dans quel quartier il va être, avec quel type de véhicule il va falloir intervenir. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut, je dirais, c'est pratiquement du sur-mesure en fonction de l'activité. Et notre travail d'accompagnement, c'est de trouver la meilleure solution en fonction de l'entreprise. Donc pour ça, avec la métropole, il y a quand même pas mal de choses de mise en place. Par exemple, des dérogations. On a un système qui est en train d'être mis en place, des dérogations type petit rouleur. Par exemple, quelqu'un qui fait des chantiers, qui va faire 2 chantiers par an sur la métropole, et le reste en dehors de la métropole ne va pas forcément investir dans un véhicule plus coûteux, juste pour 2 chantiers. Donc il va y avoir des dérogations pour les petits rouleurs, des dérogations pour certaines livraisons, des dérogations évidemment pour tout ce qui est dépannage. Alors le but du jeu, c'est pas non plus de passer la ZFE à grands coups de dérogation. Le but du jeu, c'est surtout que ces dérogations nous aident, entre guillemets, à avoir un peu plus de temps. C'est-à-dire que ce que je vous ai initialement, quand on devait être sans critère 2 2026, c'est passé en 2028, ça nous laisse, nous, plus de temps pour préparer les entreprises. Par exemple, on organise des forums mobilité où avec des constructeurs, on va proposer différents types de véhicules, où il peut y avoir des essais. Également, ce laps de temps va nous laisser aussi un petit peu de temps pour les artisans d'avoir le véhicule qu'ils souhaitent, puisqu'on est en ce moment plus à 7-8 mois de délai sur certains véhicules hors équipement. Peut-être aussi, puisque c'est aussi un petit peu le nerf de la guerre, le côté financier, pouvoir financer ce type de véhicule. Je sais que la ville de Lyon, en ce moment, est en train de faire également une grosse étude, un gros travail qui est quand même bien avancé sur le stationnement. Quand je parle stationnement, c'est bien sûr pour les entreprises. Et puis, on parle des entreprises, mais nos entreprises ont très souvent des salariés qui doivent aussi se déplacer. Et c'est vrai que maintenant, avec ces, entre guillemets, c'est pas contrainte, mais des salariés qui viennent en dehors de la métropole, quand on a une entreprise de métropole, on a plus de mal à les faire venir pour les recruter. Donc c'est également organiser cette mobilité pour nos salariés. Qu'est-ce qu'ils vous demandent en gros, vos adhérents, etc. C'est quoi leur principale requête? C'est-à-dire que vous l'avez évoqué, ils comprennent la nécessité d'eux, mais c'est quoi? C'est peut-être plus de temps, plus de moyens, plus d'aide, plus de soutien? C'est quoi? Je sais qu'il y a tous ces métiers différents, mais globalement, leur principale question et demande vis-à-vis de la Chambre, c'est quoi? Alors, c'est des ressortissants. Pardon. Tout à l'heure, le président de la CCI évoquait vraiment ses clients, donc les termes changent. Nous, on les appelle encore des ressortissants pour le moment. Et non, ce qu'ils nous demandent principalement au départ, c'était du temps. Puisque bien sûr 2026, c'était demain, que 98% des véhicules, c'était des véhicules diesel. Pour certains, des véhicules diesel assez récents, donc pas forcément très polluants, en plus. Des gens qui avaient investi il y a peu de temps dans des véhicules, qui ne se voyaient pas réinvestir dans d'autres types de véhicules, et puis se dire, bah oui, j'ai mon véhicule diesel maintenant, qu'est-ce qu'il va valoir? Enfin, voilà. Donc c'était surtout du temps qu'on a en discussion, qu'on a pu obtenir, mais je pense que c'était nécessaire, puisque c'est du temps qu'il fallait également pour organiser tout. Moi, ce que je disais tout à l'heure, ce que je déplore quelquefois, c'est qu'on met des choses en place, il y a des lois, il y a des choses mises en place. Alors c'est pas du tout, je dis pas du tout ça, bien sûr, par rapport à la métropole. C'est pas la métropole de Lyon qui a décidé la ZFE. Mais je veux dire, il y a des choses, il y a des lois qui passent, on met des choses en place avec des obligations, avec quelquefois des restrictions. Et une fois que c'est en place, on réfléchit comment on va pouvoir faire. Donc je pense que si en amont, il y avait
se dire, ben voilà, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, on n'a plus de véhicules diesel, ben c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à mettre des bornes de rechargement. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à mettre des choses pour la mobilité, que ça soit un tram, que ça soit de rouvrir peut-être on parlait de ferroviaire, de rouvrir peut-être des lignes. Je sais que sur certaines communes en métropole, ça bouge pas mal dans ce sens-là. Mais voilà, c'est simplement que si on pouvait anticiper un petit peu avant, ça serait carrément plus simple et ça éviterait beaucoup de discussions. Donc nous, nos ressortissants, nos artisans, c'est souvent ça. Et après, ils nous demandent voilà, de pouvoir anticiper, de leur trouver des solutions et puis de les accompagner. Alors de les accompagner, que ce soit pour voir s'ils ont droit à telle ou telle subvention, aide pour tel ou tel achat, s'ils sont éligibles, parce que c'est pareil, ça fait partie selon le secteur où vous êtes, enfin le secteur géographique, je parle, sur la métropole, vous avez le droit d'aide, ou c'est un peu plus loin, vous n'avez pas le droit d'aide. En gros, ça veut dire qu'une entreprise qui vient du Beaujolais, qui a 80% de sa clientèle sur la métropole, lui, n'a pas d'aide pour acheter un véhicule électrique. Voilà, par exemple. Et puis en plus, quand on vient du Beaujolais, même si c'est pas le bout du monde, après un véhicule électrique qui arrive chargé pour du matériel, faire l'aller-retour, c'est pas forcément simple. Donc si on est sur des bornes de recharge où il faut 8 heures pour charger un véhicule, voilà, il y a quand même, on va dans le bon sens. Par contre, il faut peut-être un peu plus d'anticipation et puis d'aménagement pour simplifier la vie de tout le monde. Merci pour ces précisions. C'était important d'entendre à la fois les attentes et les besoins de nos commerçants et artisans. Alors, il a été beaucoup évoqué la question de la recharge électrique et c'est vrai que quand le commun des mortels ou peut-être effectivement le professionnel s'intéresse à ces sujets, une des questions qui doit revenir sans cesse, c'est comment je fais pour recharger mon véhicule potentiellement. Alors ça tombe bien et c'est pour ça que vous êtes avec nous. Clotilde Bourris, vous êtes directrice donc, de la stratégie Lubricité. On va parler de recharge électrique en voirie publique accessible à tous. Peut-être un premier mot pour présenter Ubricity. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Ubitricity est une filiale du groupe Shell qui offre des solutions de recharge électrique dans l'espace public. Donc nous accompagnons les collectivités territoriales en offrant des solutions clés en main. Donc on accompagne la collectivité dans l'ensemble des étapes du projet, de l'investissement nous-mêmes dans les infrastructures jusqu'à l'installation et la gestion des infrastructures. Nous proposons des solutions innovantes, notamment des points de recharge directement intégrés en lampadaire. Donc nous avons aujourd'hui 500 points de charge en cours d'installation sur le territoire du Havre-Seine Métropole et plus de 7000 points de charge au Royaume-Uni intégrés en lampadaire. Alors, je disais que la question, c'est la question de la recharge. Parmi les solutions que vous proposez, il y a cette notion d'une recharge électrique en voirie publique accessible à tous. Comment ça se passe concrètement et qu'est-ce que vous développez comme produit particulier ? Donc, pour revenir sur l'utilité de la recharge électrique en voirie publique, c'est effectivement un maillon essentiel de la chaîne. Pour gérer cette transition massive, que nous sommes en train d'être témoins du thermique vers l'électrique. Aujourd'hui, déjà, un véhicule sur 5 vendu neuf est déjà un véhicule électrique ou hybride. Donc la demande des habitants est déjà existante, mais on l'a vu d'ailleurs ce matin lors du sondage partagé par le cercle des élus locaux. Les habitants attendent et ont une demande en termes de recharge publique. Mais c'est également un élément essentiel pour encourager et accompagner cette transition et mettre en confiance les conducteurs de demain. On a différents cas d'usage. Il y a notamment toute une partie de la population qui n'a pas la possibilité de se charger sur son lieu de domicile ou au travail, notamment les personnes qui vivent en habitat collectif. Il y a également un élément de confiance très important, c'est-à-dire cette notion d'avoir la possibilité d'avoir une recharge d'appoint, de faire face à l'imprévu.
puis toute la catégorie également des usagers intensifs, professionnels, des taxis, qui vont avoir cette fois-ci besoin d'une recharge rapide. Donc absolument essentiel de mettre en place en amont ce réseau d'infrastructures de recharge sur l'espace public. Et les collectivités ont un rôle clé à jouer pour être moteurs dans ces projets et offrir une nouvelle offre, mettre en place une nouvelle offre de recharge sur leur espace et leur territoire. Donc des acteurs, ce que nous proposons en fait, c'est de nous appuyer sur notre expérience en tant qu'Ubitricity, expérience maintenant confirmée dans la gestion de projet, pour accompagner les territoires. Je peux décrire en quelques mots la manière dont nous travaillons, puis je reviendrai plus en détail sur le projet très concret du Havre Seine Métropole. Donc, en tant qu'Ubitricity, nous intervenons vraiment sur l'ensemble des étapes du projet, déjà bien en amont, en conseillant la collectivité, identifier la meilleure implantation déjà des infrastructures, mais également la meilleure solution. Donc, un éventail de solutions existe, et en tant qu'Ubitricity, donc on est convaincu qu'une solution ne peut pas répondre aux différents cas d'usage, et il serait important de déterminer si c'est une recharge plus résidentielle, de transit ou normale qui est adaptée. Donc, en amont, nous gérons également l'ensemble du projet et l'installation, l'interaction avec les différents acteurs pour la mise en place du projet. Et une fois que le projet est en place et les infrastructures en place, nous assurons la supervision, le support client, mais également la facturation au client final. Donc en termes de modèle économique, ce que nous proposons, c'est d'investir, de porter nous-mêmes le coût d'investissement des infrastructures sur l'ensemble des projets. Donc on nous demande souvent, quand on discute avec les collectivités, donc à combien reviendra ce projet, quel est le coût associé avec ce projet. Donc la réponse est dans la majorité des cas. Non seulement c'est un coût nul pour la collectivité, mais nous versons également une partie de nos revenus sous la forme d'une redevance à la collectivité. Je terminerai avec quelques projets donc, très, très concrets. Pour vous illustrer un petit peu tout ça. Donc, à Londres, 7000 points de recharge intégrés en lampadaire. Donc, c'est une solution particulièrement intéressante parce qu'elle réduit totalement l'emprise sur la voirie publique. Donc, elle mérite d'être simple d'installation et également particulièrement esthétique et discrète. Donc ça, c'est une solution qu'on a largement installée au Royaume-Uni et que nous sommes en train d'installer. Nous apprêtons à faire nos premières installations en France. Je citais également le Havre Seine Métropole. Donc nous avons, au terme d'une réponse à appel à manifestation d'intérêt, été sélectionnés par le Havre Seine Métropole pour mettre en place sur leur territoire 530, même plus de 530 points de recharge électrique sur les territoires, à la fois de la recharge normale, 22 kW, mais également de la recharge rapide et ultra rapide pour répondre aux différents cas d'usage que j'évoquais. Donc c'est un programme particulièrement et un projet particulièrement ambitieux. Et une belle illustration de la manière dont on travaille étroitement avec la collectivité pour réaliser un projet de manière harmonieuse et efficace sur le territoire. Je terminerai donc en résumant
en soulignant l'impact, le rôle qu'acteurs privés et publics ont à jouer en tant que précurseurs pour proposer ces solutions de recharge électrique. Donc rôle déterminant pour permettre une transition harmonieuse vers une nouvelle mobilité urbaine. Et donc Ubitricity propose d'accompagner, de s'appuyer sur son expérience et d'accompagner les territoires. Merci beaucoup pour cette présentation et ces cas d'école un petit peu justement qui permettent de regarder comment chaque maillon de la chaîne permet d'avancer vers l'objectif. Alors on va se tourner vers vous, Florence Risser, pour quelque chose qui est un petit peu différent, entre guillemets, qui n'est pas dans l'absolu comme ça de manière immédiate une solution technique et en même temps qui est une manière aussi d'aborder ces questions de la mobilité. C'était important pour les organisateurs de à la fois saluer votre initiative et de montrer qu'il y a des pistes qui sont autres que simplement technologiques, etc. On parlait de la mobilité dans des territoires ruraux, sur aussi le fait que peut-être parfois, comme ça a été évoqué à un moment, si les gens sont moins obligés de se déplacer pour travailler, peut-être qu'on résout aussi une partie des problèmes. Et c'est de ça dont on va parler, notamment de tiers-lieux, d'espaces comme ça dédiés à cette manière différente de se déplacer. Peut-être un mot d'abord pour présenter votre association, l'association Bardane. Pourquoi vous l'avez créée et à quoi elle sert aujourd'hui ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc pour commencer, l'association Bardane, je suis un peu le petit poussé dans les intervenants puisque c'est une association qui a seulement 3 ans, on est 6. C'est une association qui est basée dans le Rhône et qui intervient sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, des fois un petit peu au-delà. Et qui a pour but d'accompagner la transition des territoires ruraux, ou les transitions, comme c'est proposé dans le titre de la journée, à la fois la transition énergétique, les enjeux du climat, transition écologique au sens plus large avec les enjeux de biodiversité, de ressources, etc. Mais aussi, on l'a pas mal évoqué ce matin, une transition qui touche à des sujets économiques et sociaux. Et pour nous, c'est une transition qui touche aussi aux manières de faire, de travailler ensemble. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de cultiver beaucoup l'esprit de coopération entre les différents acteurs des territoires. Nous, on travaille avec les collectivités, avec les entreprises, avec les associations, les collectifs citoyens, en essayant de favoriser l'interconnaissance entre ces différents acteurs, de les aider à se comprendre pour travailler ensemble et avoir de nouvelles perspectives. Pour nous, c'est important d'envisager la transition comme pas juste une adaptation de choses qu'on connaît déjà, mais vraiment un changement de regard pour changer vraiment de cap. Et c'est pour ça que j'avais envie de proposer dans cette table ronde sur les mobilités, de parler plutôt de démobilité et de comment éviter de se déplacer en voiture individuelle notamment. Si on reprend les éléments du dernier rapport du GIEC, la réduction de la demande, ça représente entre 40 et 70% de la réduction des émissions de CO2. Et pour la mobilité, le levier majeur, c'est éviter les déplacements carbonés. Pour le bâtiment, par exemple, c'est plutôt l'amélioration. On en a parlé ce matin avec les rénovations énergétiques. Pour l'alimentation, c'est plutôt le changement, avec un changement vers une alimentation moins carnée. Pour la mobilité, c'est éviter. Et les tiers-lieux, entre autres, ça permet d'éviter certaines mobilités, l'habitat participatif aussi. Je vais peut-être juste dire un petit mot sur les tiers-lieux, ce que c'est, ce qu'on entend par là. Il n'y a pas une définition des tiers-lieux, il y en a beaucoup. C'est un sujet qui est relativement à la mode en ce moment, qui est encouragé par l'État, par la NCT, etc. Ce qu'on peut en dire, ou en tout cas comment moi je les présenterai, c'est que ce sont des lieux collectifs, des lieux qui sont imaginés, pensés avec plusieurs acteurs, des lieux qui sont ouverts, qui sont hybrides, qui mélangent différentes activités, différents publics, et qui surtout répondent à des enjeux d'un territoire en particulier. C'est aussi pour ça que c'est très difficile à définir, parce qu'un tiers-lieu, ça va se construire en fonction des besoins, des envies, des dynamiques d'un territoire. Il y a parfois un sujet prédominant dans les tiers-lieux, donc on
On pense souvent à un coworking, un espace café associatif, notamment en milieu rural. On a parfois des tiers-lieux plutôt numériques. On entend monter un petit peu les tiers-lieux économiques, les tiers-lieux aquatiques, on en parlait aussi. On peut à peu près tout imaginer autour des tiers-lieux. Après, il s'agit aussi de bien l'imaginer et de l'imaginer en concertation avec les différents acteurs du territoire. Alors, ça c'est très clair et on vous sent à la fois impliqué et engagé. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association et comment vous travaillez concrètement, peut-être dans certaines collectivités? Vous faites à la fois de l'information. Est-ce que vous participez à la création de ces fameux tiers-lieux? Comment ça se passe concrètement au quotidien? Alors, ce qui m'a amené à créer cette association, c'est qu'en fait, moi, je travaillais comme ingénieur dans un bureau d'études dans le bâtiment et j'avais l'impression de passer tout mon temps à proposer des solutions extrêmement techniques sur des bâtiments urbains pour plutôt servir des grands promoteurs sur leurs projets de certification et de valorisation environnementale. Et moi, je viens d'un village de la campagne en Lorraine et en retournant sur mon territoire, je me faisais un peu rire au nez sur mes ambitions de changer le monde et d'accompagner la transition écologique parce que ce qu'on en voit dans les médias, dans beaucoup de choses, c'est souvent un prisme très urbain, voire très parisien pour les grands médias. Et à la fois, les problématiques et les solutions proposées ne correspondent pas au quotidien du milieu rural, et notamment sur l'enjeu de la mobilité. En fait, on fustige souvent, on a parlé des Gilets jaunes ce matin, on s'est rappelé, on fustige souvent l'utilisation de la voiture individuelle, alors qu'en milieu rural, il y a peu d'alternatives. Et du coup, c'est là où les tiers-lieux, entre autres, permettent de proposer autre chose, pas juste de dire il faut arrêter d'utiliser la voiture, mais de proposer d'autres modèles, de proposer des manières de s'en passer qui soient agréables et désirables, que ce ne soit pas une contrainte, mais un choix joyeux, comme disait le maire de Grande-Synthe aussi ce matin. Joyeux, désirable, etc. Et comment vous faites au quotidien? Parfois, vous êtes sollicité par des élus, vous allez voir des élus. Comment vous êtes reçu? Parce que vous disiez que ces tiers-lieux sont de plus en plus à la fois connus et reconnus. Pourquoi ça fonctionne bien? Pourquoi c'est utile? Est-ce qu'il y a des exemples dans notre territoire récents d'endroits que vous connaissez, auxquels vous avez contribué, qui justement répondent à tout ça? Oui, alors les tiers-lieux, donc je disais, c'est une dynamique collective. Ça peut être à l'initiative d'une collectivité ou d'un collectif citoyen. Nous, on a différents programmes d'accompagnement pour des collectifs citoyens qui souhaitent monter des projets et puis on les aide à interagir avec la collectivité ou avec les entreprises locales, à faire du lien avec les habitants. On est parfois sollicité par des collectivités. Le point de départ, c'est souvent d'avoir un bâtiment qui pourrait être valorisé sur une commune, une ancienne friche industrielle, une ancienne ferme, un bâtiment qui a un objet de patrimoine important auquel à la fois les élus et les habitants sont attachés, et puis on se demande ce qu'on pourrait en faire. Donc nous, on accompagne la définition du projet, la concertation, la co-construction avec différents acteurs du projet, et puis on accompagne aussi la consolidation du modèle économique et de la gouvernance, c'est-à-dire que les collectivités sont presque toujours partie prenante sur les tiers-lieux, elles sont parfois porteuses du lieu, parfois elles sont plutôt dans une posture de facilitatrice, soit avec des financements, soit sur une aide logistique ou la mise à disposition d'un bâtiment. Et c'est important de savoir comment tous les acteurs vont travailler ensemble, donc de poser assez clairement les règles de gouvernance. Souvent, la collectivité aussi, c'est pas tout à fait le rôle où elle est le plus à l'aise d'animer un lieu hybride, mélangé avec plein d'acteurs. Donc ça peut aussi être, elle peut être partie prenante d'une association qui le portera ou d'une société coopérative, par exemple. Et puis sur le modèle économique, il ne s'agit pas de juste faire vivre des lieux sur des subventions ou sur de l'argent public. En général, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver un moyen d'hybrider un petit peu les recettes de ces lieux et de trouver comment on peut arriver à un certain équilibre. Voilà. Et pour revenir aussi à la mobilité, ce qu'on a souvent comme point de départ, ou en tout cas comme élément assez fort, c'est un coworking qui va permettre d'éviter des déplacements domicile-travail. Alors des fois, il y a l'envie que ce coworking génère des recettes. En milieu rural, c'est rarement le cas. Pour que ce soit accessible pour les travailleurs, c'est souvent
plutôt un espace qui va être subventionné. Ou qui devra être équilibré par d'autres usages. Et souvent, c'est ça le point de départ, avoir un espace où travailler à proximité de chez soi, et ça peut éviter certains déplacements. Et ensuite, en faisant se croiser beaucoup de gens dans les différentes activités du tiers-lieu, on va parfois avoir d'autres services qui vont se développer, comme de la distribution de paniers AMAP, ou des groupements d'achat collectifs qui vont permettre de limiter un peu les déplacements pour aller faire ses courses et qui vont en plus renforcer un écosystème local avec des circuits courts. On va avoir des activités qui vont se développer à la demande des usagers et qui vont éviter d'aller dans le centre-bourg voisin pour faire n'importe quoi, de la peinture, du yoga. On va avoir un professeur qui se déplace plutôt que tous les élèves qui prennent chacun une voiture pour y aller. Et on va avoir aussi assez souvent des ateliers de réparation ou des Fab Labs qui vont se développer. Alors au-delà d'un effet de mode, ça permet réellement d'avoir de la réparation numérique, de l'impression de petits objets qui va éviter d'aller acheter du neuf, donc à la fois éviter le déplacement pour aller acheter, mais aussi réduire la pression sur les ressources. Donc c'est vraiment, en tout cas ça peut devenir vraiment un écosystème vertueux. Et ça se développe de plus en plus. Là, le dernier recensement en région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plus de 200 tiers-lieux qui se sont manifestés à l'appel de France Tiers-lieux. Autant d'endroits où on peut installer des bornes de recharge électriques. Voilà, je ne vous le fais pas dire. Merci en tout cas. C'est ce que je voulais dire aussi, Oui. c'est que là, je parlais de démobilité, mais ce n'est pas la solution non plus à tout. Et ça peut très bien se combiner avec des services de mobilité décarbonés, des transports en commun. Voilà. On avait bien compris, mais c'était intéressant d'avoir cette espèce de contrepoint sur aussi le fait qu'il y a d'autres manières de ne pas forcément prendre la voiture, mais en le rendant utile, pratique et concret pour les gens qui justement se déplacent. Donc c'était pour ça qu'on voulait vous avoir. Est-ce qu'il y a, avant qu'on arrive à la conclusion de Monsieur le Ministre sur cette journée, sur ces sujets, je pense que vous ne manquez pas de matière pour réagir, est-ce qu'il y a peut-être des questions très précises et très concrètes pour nos invités de cette dernière table ronde? J'ai entendu comme un non, là, je ne sais pas, dans ce silence tout d'un coup. Non, est-ce que c'était très clair? Voilà, la journée commence à être longue, donc on est bien. Pas de regrets, pas de frustration. De toute façon, vous saurez trouver nos interlocuteurs. Et ben, on peut les remercier, les féliciter d'avoir été avec nous. Et on vous applaudit pour ces initiatives et ces éclairages qui étaient importants justement autour de ces enjeux précis.